La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 14. Il quitta le lococar dans une gare de triage qui se nommait simplement Y Station à cause de l'embranchement des réseaux qui s'y recoupaient. Ici, pas d'activité autre que celle du rail, quelques boutiques, une vie assez triste. Les familles de cheminots vivaient repliées sur elles-mêmes et sur leurs privilèges. Tout le personnel de la compagnie, du simple lampiste au grand directeur des secteurs, disposait d'un salaire élevé et d'avantages de toute nature. Ils logeaient dans des cabines plus spacieuses, faisaient leurs achats dans des boutiques réservées où ils trouvaient des marchandises rares. Leurs enfants bénéficiaient d'un enseignement bien meilleur, et en général suivaient la même filière que leurs parents. Ils formaient une caste à part et auraient défendu les intérêts de la compagnie au péril de leur vie. Celle-ci les mettait à la retraite assez tôt, vers 40 ou 45 ans, selon les postes, mais les réutilisait dans des services de renseignement et dans la sécurité. Ils formaient le noyau dur de cette organisation et tous avaient le droit au port d'armes. Lien ne passa qu'une heure et demie dans Y Station, mais ne put s'empêcher d'être angoissé. Ces gens-là pouvaient l'identifier, le dénoncer. Il se mêla aux autres voyageurs en attente, mais regardait discrètement autour de lui. Il devait s'éloigner dans le nord-ouest, en changeant fréquemment de train, avant d'atteindre une gare terminus qui se nommait Dog Station. À l'époque héroïque, on abandonnait là son train pour partir en traîneau à chien. C'était également de là que toutes les expéditions s'étaient élancées dans le No Man's Land, pour y disparaître à jamais. Il avait emporté un exemplaire d'instruction ferroviaire, ce qui était déjà un délit, qui pouvait l'envoyer en prison pour 3 mois. Il devrait éviter de le consulter en public. D'après la carte ferroviaire de ce secteur, il y avait, plus au nord, une autre station qui formait également terminus en bordure de ce plateau inexploré depuis 100 ans, une gare qui se nommait, elle, Hill Station. Son train arriva, un express ou voiture assez confortable. Sur ce réseau, il semblait que la compagnie fit un effort particulier de chauffage. Il put même aller prendre un repas de bonne qualité au restaurant. Lia conversation avec un ingénieur des pétroles qui allait expertiser la quantité de certains réservoirs découverts depuis peu à une profondeur de 300 mètres sous la glace. Il continuait son voyage alors que Lien descendit dans un autre gare de transbordement. X Station, tout simplement. 2 réseaux d'importance moyenne s'y croisaient. Tout autour, les installations habituelles de la compagnie. Les stocks, les réserves de combustible, les bureaux et les habitations. Le tout bien ordonné à angle droit, comme le croisement des voies. Un dôme récent nettoyé automatiquement sans avoir plus besoin d'hommes-roues. Lien n'en voyait plus tellement depuis qu'il avait quitté ses compagnons, juste quelques groupes le long des voies qui ramassaient les déchets. Lorsqu'il atteignit dans la nuit, à bord d'une seule voiture motrice dont il était le seul passager, la gare de Dog Station, ce fut pour apprendre qu'il n'y avait pas un seul hôtel, que personne ne venait jamais là sans y être attendu. Il expliqua qu'il s'était fié au nom de la station. « Je recherche des chiens, dit-il. » L'unique employé de la gare le regarda avec suspicion. « Des chiens ? Pour les eaux, bien sûr, dit Lien. Il aurait bien payé un verre à cet homme, mais il n'y avait pas de bar dans la gare. Une seule buvette dans le pays, mais à cette heure, elle était fermée. Flairant quand même la bonne affaire, le cheminot lui proposa une cabine pour 5 $. Juste le confort. Mais il y fait bon, vous verrez. Quand il fera jour, vous verrez bien. Mais trouve-t-on des chiens ? Oh, j'en sais trop rien. Pas dans le patelin, toujours. Paraît qu'il y en aurait un élevage. Mais ce sont des drôles de gens qui habitent par là. Il désignait l'extérieur, la noire étendue glacée au-delà de la verrière, qui semblait à une sorte de serre-tunnel, avec ses arceaux en fer forgés décorés de feuilles d'acanthe. Des marginaux, quelque sorte, oui. Pour 2 $ de plus, il obtint une bouteille de bière et une sorte de sandwich. La cabine était chaude, en effet, et il dormit sans inquiétude. Le même cheminot vint le réveiller après le départ de la voiture automotrice à 6 heures du matin. Les éleveurs de chiens viendront certainement aujourd'hui, c'est jour de marché. Un marché de quoi, s'étonna Lien, qui ne se connaissait que les marchés gares spécialisés comme ceux des bovins ou ceux des céréales. Un marché quoi, on trouve un peu de tout, de la viande séchée ou salée, du congelé bien sûr, mais c'est moins rare. Des légumes, des étoffes, un peu de tout. Lorsqu'il atteignit le centre du village, le marché se tenait sur les wagons-plateformes, regroupés en formant une belle place publique. Non seulement les marchandises, mais les gens qui y allaient et venaient étaient assez extraordinaires. Ailleurs, on n'aurait pas accepté ces barbus, ces chevelus, ces filles en robe bariolée. On se serait méfié de ces monceaux de nourriture inattendue. Il ne connaissait pas ces quartiers d'animaux salés ou fumés. Une fille au visage constellé de taches de rousseur, au nez espiègle, vêtue de lainage douillet, lui dit que c'était du porc, du jambon de porc. La laine qu'elle portait venait de moutons, qu'ils élevaient eux-mêmes. « Élevez-vous des chiens ? » « Des chiens ? Nous en avons quelques-uns, dit-elle méfiante.
Mais nous ne les mangeons pas. Il se mit à rire. Nous les utilisons pour les traîneaux. Il faut bien tirer les charges lorsque nous venons au marché. En venez-vous demanda-t-il. Vendre nos chiens s'exclama-t-elle, scandalisée. Nous les aimons trop pour ça. On m'a dit que je pourrais en trouver ainsi qu'un traîneau et des provisions. La jeune femme fit comme si elle n'avait rien entendu et le laissa tomber. Il continua parmi les marchandises exposées. Comment la compagnie pouvait-elle tolérer une chose aussi extraordinaire que ce marché, ces gens marginaux? Ils utilisaient des traîneaux, des chiens. Il estima qu'il devait exister plus d'une dizaine de ces humains qui refusaient leur rail. Il remarqua que des gens de Dockstation achetaient énormément de marchandises, des denrées alimentaires. Les échangeaient plutôt. L'argent n'avait plus grande importance. L'objet qui paraissait avoir le plus de prix, c'était les tuyaux de toute nature en fer, en acier ou même en plastique épais. Plus tard, on expliqua que ces gens-là utilisaient pour le chauffage de leurs igloos. La plupart avaient construit des maisons en neige, les avaient doublées intérieurement de matériaux imperméables pour que l'eau de fonte n'envahisse pas tout d'humidité. Et ils vivaient très bien, disait-on, sans paraître souffrir du froid. Ils élevaient par le même procédé des porcs et des moutons grâce à des serres sous lesquelles ils faisaient pousser des céréales et de l'herbage. C'était le fumier de ces animaux qui leur fournissait l'eau chaude et même, pour certains, le biométhane. Il continuait sa promenade en regrettant de ne pas avoir de traîneau pour faire ses provisions. Il y avait des occasions extraordinaires, des quartiers d'un lard beaucoup plus fin que celui du renne, des légumes secs. Toutes ces denrées manquaient terriblement d'habitude. Ici, elles abondaient, car aucun trafiquant n'avait encore découvert ce pactole que la compagnie tolérait. En fait, Lien pensait que les cheminots de l'endroit évitaient tout rapport précis sur ces activités pour ne pas provoquer la venue des inspecteurs de la compagnie et de la sécurité. « C'est vous qui cherchez des chiens ?» L'homme de petite taille, trapu, son visage était plat et ses yeux fendus, certainement un descendant de Lapon ou de Yakout. Des chiens, un traîneau, des provisions. « Où voulez-vous aller ? Vers le nord-ouest. Au pays des garous ? J'ignorais qu'on appelait ainsi cet endroit. Tous ceux qui y sont allés ne sont pas revenus. Le poste le plus avancé est un monastère néo-catholique qui essaie d'entrer en contact avec les tribus d'Omrou. Cela aussi, je l'ignorais. Vous ne savez rien et vous persistez quand même dans votre folie, dit le Lapon en souriant. Je peux vous aider, j'élève des chiens de traîneau, et j'ai de bons traîneaux en matière plastique. Et en bois, j'en ai un seul, mais il vaut très cher. Combien de dollars ? Il ne s'agit pas de dollars, en ce moment je manque de nourriture pour mes chiens, et je risque d'en perdre la moitié. C'est-à-dire qu'ils ne nourriront eux-mêmes en mangeant les plus faibles, les jeunes et les femelles. La viande de porc et de mouton est trop chère. La viande fossile vous intéresse ? Celle qu'on retrouve sur la glace ? J'en ai tout un stock l'an dernier. Mes bêtes les mangeaient avec appétit. Elles ne veulent que de la viande ou du poisson congelé, mais pour le poisson, c'est de plus en plus dur avec la guerre. Avant, j'en recevais un colis de North Station. Je peux vous avoir un wagon de viande fossile, j'ai une adresse. Oui, mais les transports sont longs. Je peux aussi obtenir une priorité. Le Lapon recula et l'inspecta des pieds à la tête. Qui êtes-vous donc ? Un gros actionnaire ou un de ces maudits néo-catholiques ? Ni l'un ni l'autre, mais j'ai des amis. Rapidement, il combinait tout. Arlmern pouvait le procurer de la viande fossile à Cross Station, le marché garde à la viande. Un wagon ne coûterait pas très cher, mais l'important était de le faire parvenir à Dock Station le plus vite possible. Le gouverneur Sadon seul pourrait obtenir une priorité. Un wagon, avez-vous dit ? J'ai de quoi nourrir pendant 6 mois et de garder un beau tas de viande pour les moments de disette. Je suis votre homme. 10 chiens de traîneau, un traîneau en bois et de quoi vous remplir la panse pendant 2 mois, sans parler de la bière, en outre d'un peu de vodka. Que je dis-t-il moi-même ? Ici on cultive sous serre des sortes de baies qui ne servent qu'à ça, vous m'en direz des nouvelles. Vous vous chauffez au fumier de vos chiens, vous aussi ? Non, j'ai creusé un tunnel en pente vers une ancienne forêt. Je dispose de tout le bois que je peux souhaiter. Mais on ne peut pas en faire des traîneaux de celui-là. Les arbres d'avant la glace sont tout petits. Je pense que d'ici 2 jours, le wagon sera ici. Je rentre au bureau des messages. Mon nom est Vico, je vous attends. Vous passerez ces 2 jours chez moi. Vico devait se méfier de ses amis, craindre une meilleure proposition qui lui ferait perdre ce wagon de viande fossile. Lien expédia le message à Arlmern. Il n'indiqua pas son nom, mais Mern comprendrait en voyant le nom de la station. En même temps, il lui expédiait le double du document situant l'ancien laboratoire de Hunfung. Il lui recommanda d'obtenir la priorité grâce au gouverneur. Les traîneaux attendaient en dehors de la station. Les chiens étaient sagement assis dans la glace, défendant chacun leur charge en cas de besoin. Lien compta une 20aine de traîneaux. Certains imposants étaient tirés par une 20aine de chiens, d'autres seulement par 5. Il aperçut la fille otage du rosseur qui se retourna le reconnaissant. « Voyez, j'ai trouvé pour les chiens. » Elle sourit gentiment et s'éloigna. Il aida Vico à charger ses achats. Puis le Lapon distribua un peu de sucre et de poisson congelé à ses bêtes, expliqua qu'elle ne supportait pas la viande dégelée.
Grâce à sa combinaison, Lien put courir aux côtés du lapon, qui lui ne portait qu'une épaisse fourrure de loup, et protéger son visage avec une sorte de masque en bois, laissant 2 fentes pour les yeux et pour la bouche. De temps en temps, il devait l'ôter pour nettoyer le givre. Au bout d'une heure de course, Lien commença à donner des signes de faiblesse. Le lapon abandonna plusieurs ballots sur la glace et lui dit de monter dans le traîneau. Il reviendrait plus tard les chercher. Lui aussi habitait une sorte de tunnel creusé sous la glace et doublé d'une planche de bois vernie. L'intérieur était agréable et chaud. Un énorme poêle diffusait une température, et la femme du lapon, Rania, et ses gosses, au moins 6 compte Alien, se montrèrent très accueillants. Il visita l'élevage des chiens en plein air, la serre qui fournissait des céréales, des légumes et surtout les fameuses baies violettes minuscules dont Vico faisait de l'alcool. Demain, on visitera la forêt souterraine. Il faut que j'aille chercher du bois. Il mangea un ragoût de porc très gras, très odorant, avec des galettes faites d'une farine de blé arctique. Le tout était excellent, et il dormit dans un recoin de l'immense igloo. Le lendemain, il put boire du lait de renne, puis suivit son compagnon dans le tunnel, qui descendait une centaine de mètres jusqu'à la forêt sous-glaciaire. Il devait freiner l'ardeur des chiens, empêcher que le traîneau ne glisse plus vite qu'eux et ne les emporte sur la pente très raide. Au retour, il faudra sabler à certains endroits. Sabler? Vous verrez. C'était en effet une toute petite forêt. Les arbres ne dépassaient pas 2 mètres et jamais leur tronc n'empêcherait les 2 mains de se rejoindre, lorsqu'on faisait le tour avec les doigts. Il fallut les débiter à la hache, mais ils craquaient très vite car la sève était gelée. Le lapon avait creusé des galeries étroites et le travail n'était pas très commode. Lien avait visité une forêt immense exploitée industriellement et dont la voûte se situait à une dizaine de mètres, soutenue par des branches, des arbres et quelques étayages. Ils chargèrent le traîneau, puis Vico ramassa du sable. Il en remplit un sac avec des morceaux congelés. Ensuite, le tapa avec force, avec un gourdin et le redit en poussière. Le long de la remontée, il en jeta sous les patins, et les chiens hargneux à la tâche remontèrent la lourde charge. Plus tard, le lapon accepta de lui faire une carte modeste du No Man's Land du pays des garous, comme il disait lui-même. Il situa le fameux monastère, et Lien vit que l'endroit était sur son trajet. Tu pourras y dormir, y manger. Ces gens-là sont hospitaliers. Mais ne te laisse pas endoctriner, sinon tu ne repars plus. Il y a des jeunes déserteurs là-bas, des dissidents qui ont eu le tort de les écouter un peu trop longtemps. D'accord, dit Lien. Je ne les aime pas trop. Ensuite, c'est le désert, le pays des garous. Je vois que tu ris, mais ce sont des choses vraies, tu sais. Il alla fouiller dans une vaste coffre en bois et en sortit une grande fourrure enroulée comme un tapis. Il la plaça au centre de l'igloo et l'étala. Lien sursauta. C'était une fourrure d'un animal qui avait un corps de grand loup et une tête presque humaine, du moins humanoïde, plus proche d'un singe que d'un homme. Mais néanmoins, cette dépouille provoquait un grand malaise. C'est toi qui l'as tué? Il s'est pris dans un piège il y a 2 ans. Je n'ai pas voulu la vendre. Je me méfie de la compagnie. Ils enverraient des gens, voudraient essayer de capturer ces êtres vivants. Tu ne le piégeais pas spécialement? Non, dit le lapon. Ce n'est pas eux que je piège. Les loups? Oui, les loups parfois. Mais quoi encore? Les roux. Lien sursauta. Tu pièges les roux? Mais pourquoi? Ce sont des hommes comme nous, ces criminels. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Je préfère les loups à ces monstres-là. Mais c'est absurde. Est-ce que tu en prends beaucoup? De moins en moins, ils se méfient. Je mets pourtant de la viande dans les pièges. L'ennui, c'est que souvent les petits se prennent, les petits ne valent rien. Lien ne comprenait pas encore. Le mieux, ce sont les mâles adultes. Quand j'en prends un, je sais que je gagnerai de l'argent, beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de prime pour ça. La compagnie les laisse agir en paix. Personne ne demande leur destruction. Non, mais leur sexe vaut cher, c'est pour cela que je les piège. On me les achète à Dog Station, et il paraît qu'ensuite on en fait un médicament qui donne des forces aux vieillards et aux impotents. On m'a dit que se vendait ensuite 1000 $ la pincée. Et seuls les hauts personnages de la compagnie peuvent en acheter. Dans la nuit, la tempête se leva, et comme toujours, elle fut effroyable. Elle abattit la cheminée du poêle et la fumée envahit l'igloo. Ils faillirent être asphyxiés, et à la lueur de la lampe à huile, durent remettre le tuyau en place. Le vent hurlait à la moindre aspérité, et les chiens de traîneau hurlaient avec lui, ce qui faisait un vacarme infernal et terrifiant. La tempête dura 2 jours. Elle projetait des congères entières contre le monticule de l'igloo, et depuis longtemps, les issues étaient bloquées par des couches impressionnantes. Les 2 hommes creusèrent un tunnel de secours sans le faire déboucher au dehors. En cas de besoin, ils pourraient s'enfuir par là, mais ce serait pour se réfugier, s'ils pouvaient l'atteindre, dans le tunnel qui descendait vers l'ancien sol de la planète. Lorsque le vent tomba, ils partirent pour Dog Station. Malgré la tempête, le wagon de chair fossile était arrivé depuis la veille.